Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e chapitre de première spécialité qui s'intitule donc Description d'un fluide au repos. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on appelle un fluide? Un fluide, c'est l'ensemble de tous les liquides, de tous les gaz. Ce qu'on appelle gaz et liquide, ça forme un même ensemble qu'on appelle donc un fluide. Et au repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre fluide ne va pas se déplacer dans un référentiel lié par exemple à la Terre. Donc en gros, on va regarder ce qui se passe sans le bouger. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire au repos. Et donc description d'un fluide. Alors déjà, premièrement, on va essayer de trouver quelles sont les grandeurs macroscopiques qui vont permettre de décrire un fluide. Alors vous n'êtes pas sans savoir, j'espère qu'il existe trois états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux, bien que en fait ces trois états-là ne soient pas uniques, en fait il en existe d'autres, par exemple il existe l'état plasma et d'autres états qui existent, mais on va dire que la plupart du temps, vous allez trouver de la matière sous trois formes, liquide, solide et gazeux. Alors pour comprendre un petit peu comment les molécules entre elles-mêmes sont agencées, je vous propose de regarder une vidéo qui est faite sur internet par le Muséum canadien de la nature. Vous pouvez trouver ça sur internet, je remercie d'ailleurs ce site-là. Alors voici de l'eau sous la forme, on va dire macroscopique. Maintenant, si j'essaye de zoomer de manière microscopique, vous apercevez que, donc, que les molécules, en fait, elles sont liées les unes aux autres par des forces qui sont représentées ici par les traits un petit peu lumineux ici. Par contre, vous voyez que ces traits, ces forces, peuvent se rompre et peuvent se refermer à côté. En gros, on va dire que les molécules, sont liées entre elles, mais par contre, leurs liaisons ne sont pas suffisantes pour qu'elles puissent conserver une forme. Donc en fait, on peut défaire ces liens entre les molécules, donc ce qui peut expliquer que justement, un liquide ne va pas posséder de forme propre et qu'un liquide peut s'écouler. Donc ça, c'était pour l'état liquide. Alors on voit ici quand même que c'est un état qui est plutôt désordonné, c'est-à-dire que, il n'y a pas d'ordre particulier que l'on va avoir ici et aussi que les molécules sont relativement proches les unes des autres, et donc c'est ce qu'on va appeler un état compact. Alors maintenant, regardons ce qui va se passer pour l'état solide. Alors, pour l'état solide, donc on prend de la glace de manière macroscopique, et puis on va zoomer dessus pour voir l'état microscopique. Alors déjà, premièrement, on s'aperçoit que les molécules sont unies les unes avec les autres et sont fixes les unes par rapport aux autres. Et donc, on va plutôt appeler ça donc, en fait, les liaisons qui existent, là, les parties ici, donc elles ne se brisent pas. Donc elles restent fixes et vous avez donc des molécules qui sont alignées les unes à côté des autres. Et donc ça va être un état qu'on va appeler un état ordonné. Les molécules sont aussi relativement proches les unes des autres, donc encore une fois, ça va être un état compact. Alors tout à l'heure je parlais de fluides, donc les fluides c'est l'ensemble des liquides et des gaz, et bien l'ensemble des solides et des liquides forment ce qu'on appelle les états condensés, puisque justement les molécules sont relativement proches les unes des autres. Alors on observe ici quelques figures géométriques, puisque l'eau quand elle va se solidifier, va cristalliser, donc il va y avoir une structure donc ordonnée des molécules les unes par rapport aux autres. Et donc comme les molécules sont fixes les unes par rapport aux autres, c'est pour ça que l'état solide va garder une forme propre et qu'on ne va pas pouvoir donc le changer comme dans l'état liquide et dans l'état gazeux. Dernier état, c'est l'état donc qu'on va appeler gazeux. Alors l'état gazeux, lui, déjà premièrement c'est invisible, la vapeur d'eau déjà vous ne pouvez pas la voir, alors il existe certains gaz qui sont colorés, c'est possible, mais pour l'eau ce n'est pas le cas. Alors vous voyez ici, on voit déjà très nettement que ici vous avez un état qui est véritablement très désordonné, les molécules se baladent un peu dans tous les sens, et par contre, qu'il existe un espace très important entre chaque molécule. Et donc ici ça va être l'état qu'on va appeler donc dispersé, puisqu'elles sont éloignées les unes des autres, et en même temps désordonnées. Et là on voit qu'il n'existe quasiment plus de lien entre les molécules elles-mêmes. Il n'y a plus ces petits traits fluorescents qu'on avait dans les autres états. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc cet état gazeux, forcément, lui, ne va pas avoir de forme propre, et lui, on va pouvoir changer assez facilement son volume. Il va suffire donc, de diminuer l'espace entre les molécules, par exemple en exerçant une pression, qui va nous permettre donc de caractériser l'état gazeux. Alors donc vous allez pouvoir noter donc dans votre cours donc que les trois états de la matière sont donc
Ici, il y a beaucoup de choses à lire, donc je vais le lire une fois et puis ensuite après je vous laisserai du temps pour mettre pause pour pouvoir le noter. Donc on nomme entité donc les molécules, atomes, ions ou molécules, donc qui forment la matière. On peut souvent les mettre sous forme de trois états. Donc les trois états de la matière peuvent être décrits ainsi. Donc l'état solide est un état compact et ordonné, l'état liquide est un état compact et désordonné, l'état gazeux est un état dispersé et désordonné, et on va dire que les liquides et les gaz forment ce qu'on appelle les fluides. Alors on va voir par exemple que dans l'état gazeux, les molécules étaient donc désordonnées dans tous les sens. Il ne va pas être possible de pouvoir savoir quel est l'état, quelle est la vitesse de chaque molécule dans un gaz, ce n'est pas possible. Et donc du coup pour pouvoir décrire ces trois états de la matière, on va tout simplement créer des grandeurs macroscopiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer à notre échelle, qui vont nous permettre de comprendre comment sont les molécules les unes par rapport aux autres. Et donc ces trois grandeurs macroscopiques que l'on va voir vont nous permettre de décrire un fluide au repos. Les trois grandeurs sont masse volumique, température et pression. Alors, la première, c'est la masse volumique. Alors, en fait, à quoi va correspondre la masse volumique? Ça va justement être la différence d'espace vide qui existe entre les molécules. Par exemple, dans l'état solide et dans l'état liquide, les molécules sont proches les unes des autres. Ça veut dire que le nombre d'entités que vous allez avoir dans un volume particulier va être relativement important, contrairement au gaz. Ça va se traduire que justement, que cette densité, cette masse volumique sera forcément beaucoup plus importante pour les liquides et les solides que pour les gaz. Et donc pour caractériser cette densité de particules dans un certain volume, on va avoir une grandeur macroscopique qui s'appelle la masse volumique. Alors je vous mets donc dans un volume V donné, le nombre d'entités, donc la masse des matières petit m, est plus grande dans l'état liquide compact que dans l'état gazeux dispersé. Alors c'est vrai aussi dans l'état solide, mais nous on va s'intéresser qu'au fluide dans ce chapitre-là. Donc la masse volumique est donc le rapport de la masse de matière et le volume occupé par cette matière. Donc ça évidemment cette formule vous l'avez déjà vue, hein. Vous savez très bien que ρ est égal à m sur V. Donc la masse de quoi? Ça c'est la masse de votre fluide divisé par le volume qu'occupe votre fluide. Alors il va falloir faire très attention aux unités, puisque là il va falloir les exprimer dans les unités officielles. Alors la masse, elle, va se mesurer en kilogrammes. Donc ici ce seront des kilogrammes. Symbole petit k, petit g. Le volume, lui par contre, il faut faire très attention, il va se mesurer dans le système international en mètres cubes. Donc ici ce sont des mètres cubes. Symbole m exposant 3, ce qui veut dire que votre masse volumique, elle, ça va être des kilogrammes par mètre cube. Donc symbole kg.m exposant moins 3. Voilà. Alors une petite chose à connaître, c'est la masse volumique de l'eau. Alors vous devez savoir que l'eau, c'est 1 kg par litre. Par contre, si je le veux en mètre cube, dans ce cas-là, il faut que je multiplie par 1000, puisque 1 mètre cube, c'est 1000 litres par définition. Donc à 25 degrés, la masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube. C'est une valeur qu'il faut connaître. Alors je précise à 25 degrés, puisque en fait, vous savez peut-être que les liquides ou les solides, suivant leur température, n'ont pas forcément le même volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation. Vous savez peut-être que le réchauffement climatique va augmenter une augmentation du niveau des mers, et un des paramètres justement qui va faire augmenter le niveau des mers, c'est la fonte des glaciers, ça c'est sûr, mais le deuxième c'est l'augmentation du volume total de d'eau sur la planète Terre due à l'augmentation de la température et donc due à la dilatation. Donc dans les petits volumes ça se verra jamais, par contre dans les gros volumes comme celui de la quantité d'eau qui existe sur la Terre, là par contre ça va avoir une influence importante. Alors exemple ici. Donc un calcul très très simple. La masse volumique de l'air à la pression atmosphérique vaut ρr égale 1,2 kg par mètre cube. Le volume maximal d'air dans les poumons est de 2 litres. Calculez la masse d'air correspondante. Alors moi si je veux la masse, je vais utiliser ma formule. Je sais que m va être égal à ρ fois V. Alors le ρ c'est la masse volumique de l'air. Donc je vais marquer ici peut-être ρr.
D'accord? Le V, je le laisse ici, puis la masse, je peux l'appeler M sans problème. Donc ρ R, c'est 1,2 kg par mètre cube. Là, je suis bien dans les unités officielles. Par contre, ici, pour le volume, eh bien, c'est 2 litres. Alors, 2 litres, par contre, ici, il va falloir que je fasse une conversion. C'est quelque chose que vous devez savoir faire, convertir des litres en mètres cubes. Alors, bon, plusieurs méthodes, hein. Soit vous savez directement que ici, eh bien, il faut multiplier par 10 puissance moins 3 pour avoir, eh bien, des mètres cubes. Sinon, on peut le redémontrer en faisant simplement un tableau de conversion. Alors, si je fais un tableau de conversion très simple, je fais peut-être un petit peu mieux quand même, avec un peu plus de place. En fait, vous devez savoir que eh bien, les litres sont aussi les décimètres cubes. Un litre, par définition, c'est un cube de 10 cm de côté. Et donc, ici, je vais donc faire plutôt 3 colonnes. Pourquoi est-ce que je fais 3 colonnes? Parce que ici, ce sont des mètres cubes. Donc ici, 1, 2, 3. Eh bien, je vais donc placer mes mètres cubes à cet endroit-là. D'accord? Comme ici, vous avez un puissance 3, eh bien, ça veut dire que pour passer des décimes, du déci à l'unité, eh bien, il faut que je laisse 3 cases. Et donc, on voit bien ici que, par exemple, eh bien, 2,0 litres, eh bien, est égal à 0, je vais mettre ma virgule peut-être d'une autre couleur, donc égal à 0,002 décimètres cubes. Donc j'ai bien rajouté 3 zéros, je fais bien ici fois 10 puissance 3. Donc c'est la différence, c'est la petite chose qu'il faut savoir faire, convertir des litres en mètres cubes, c'est indispensable. Donc évidemment le calcul est assez simple puisque ça vous donne 2,4 fois 10 puissance moins 3, et bien l'unité des kilogrammes. Alors j'aurais pu mettre aussi 2,4 grammes évidemment. Alors, donc la masse volumique, hein, je répète, va rendre compte de manière à l'échelle macroscopique eh bien, du nombre d'entités dans un certain volume. On a vu aussi, deuxièmement, que eh bien, les molécules étaient plus ou moins agitées. Et donc, on va nous appeler ce qu'on appelle la température, c'est quelque chose qui va rendre compte de la vitesse d'agitation des particules. Alors, je vais vous montrer une animation. Donc, cette animation, donc c'est celle-ci. C'est donc une animation sur le site PHET qui existe sur Internet. Et donc ici, vous voyez, on a modélisé un gaz. Donc on l'a mis dans une enceinte, évidemment, pour pouvoir le contenir. Et puis ici, eh bien, j'ai un gaz. On voit que donc les molécules sont agitées les unes de l'autre. Et on va regarder ce qui se passe si je chauffe ce gaz. Alors si je chauffe, les molécules donc sont toujours dans le même volume. Par contre, si on regarde bien, eh bien, leur vitesse d'agitation en moyenne, eh bien, est plus importante. Alors j'en ai certaines qui vont vite, d'autres qui vont lentement, mais on va dire qu'en moyenne, eh bien, leur vitesse d'agitation, eh bien, est beaucoup plus importante si j'augmente, eh bien, la température. Et donc c'est ça. Donc si je veux décrire la vitesse d'agitation des molécules au niveau macroscopique, ça va être très compliqué de connaître la vitesse de chaque particule. Et donc nous, à l'échelle macroscopique, eh bien, on va trouver une grandeur, ce qu'on appelle température, qui va rendre compte de la vitesse d'agitation des particules. Alors, ça se voit tout de suite dans les gaz. Hein, les molécules ici vont en moyenne eh bien, s'agiter beaucoup plus vite. Ça peut aussi se voir avec les liquides. En fait, les liquides, hein, vous voyez que les molécules s'agitent ici. Donc c'est pareil, il existe une vitesse d'agitation possible des liquides. Et la même chose pour les solides. Alors c'est pas trop programme, mais il existe les molécules d'un solide vibrent aussi sur elles-mêmes. Et donc à chaque fois que si j'augmente la température, eh bien cette vitesse de vibration ici va augmenter à cet endroit-là. Alors on remarque une chose ici, c'est que l'unité de la température ici eh bien, est notée en K. K, c'est pour Kelvin. Kelvin, c'est l'unité du système international, alors que nous, on a l'habitude d'utiliser eh bien, le degré Celsius, c'est-à-dire ici une valeur négative. Eh bien, en fait, pour ne pas avoir de valeur négative, on va utiliser eh bien, l'échelle Kelvin. C'est une échelle qui est absolue. Qu'est-ce qui est absolu? Eh bien, c'est la température minimale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de refroidir ici mon solide. Vous voyez, je descends. Je vois que déjà, j'ai de plus en plus de mal à descendre. Hein. C'est plus difficile. Et à un moment donné, eh bien, je vais atteindre la valeur du zéro absolu. C'est le 0 Kelvin. Donc ici, c'est une température inatteignable. On ne pourra jamais atteindre complètement le 0 Kelvin parce que là, on s'aperçoit que la vitesse d'agitation des molécules, eh bien, elle est égale à 0. Évidemment, je ne peux pas descendre en dessous de cette valeur de 0 Kelvin puisqu'en dessous, eh bien, ça voudrait dire aller moins vite que ne pas bouger. Évidemment, ce n'est pas possible de ne pas aller moins vite que ne pas bouger. Et donc ici, cette température
température du 0 Kelvin va correspondre à une température en degrés Celsius qui est de moins 273 degrés Celsius. Cette valeur 1, là c'est ce qu'on appelle le zéro absolu, c'est la température minimale en dessous de laquelle eh bien, on ne peut pas descendre. Évidemment, vous voyez que si je veux passer des Kelvin au degré Celsius, eh bien, si j'ai une valeur, par exemple, en degrés Celsius, eh bien, il faudra que je lui rajoute 273 pour avoir la valeur ici en Kelvin. Et inversement, si j'ai une valeur en Kelvin et que je veux une température en degrés Celsius, il faudra que je retire 273 pour avoir eh bien, la température en degrés Celsius. Alors, c'est ce qu'on va pouvoir noter dans la partie cours. Donc, dans la partie cours, on va pouvoir noter donc petit 2 température. Donc, la température absolue est une grandeur macroscopique qui caractérise l'agitation des entités dans un milieu. Plus les molécules sont agitées, plus la température augmente. Sa valeur, T majuscule, exprimée en Kelvin dans le système international, et la température qu'on va noter cette fois-ci, θ, donc exprimée en degrés Celsius, sont liées par la relation T égale θ plus 273. Alors en fait, la véritable valeur, ce n'est pas 273, c'est 273,15 degrés Celsius. Voilà. Donc il faut savoir convertir des Kelvin en degrés Celsius. Alors faites attention, ici on dit bien degrés Celsius parce que c'est une échelle relative. La manière dont on a décrit l'échelle de température, c'est quelque chose que l'on a choisi, alors que le Kelvin, il n'y a pas de degré. On ne dit pas degré Kelvin, puisque degré, ça voudrait dire quelque chose de relatif. Or, ici, c'est une échelle absolue, c'est-à-dire que eh bien, le 0, c'est une valeur universelle. Donc, partout dans l'univers, on considère que cette valeur de 0 est la même, quelle que soit notre référence. Alors, petit vocabulaire, donc, le 0 absolu, donc, T égale 0 Kelvin, et c'est la température à laquelle toutes les entités sont immobiles. Dans l'échelle absolue, il n'y a pas donc de température négative. Donc il n'y a pas de température négative. Voilà. Alors je vais m'arrêter ici pour cette première partie. On verra la troisième grandeur macroscopique, la pression, dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.